bienvenue à la 44e Vigile mars 2011. Nous sommes le 21 janvier 2012. 28, pardon. 28. Je vais laisser faire mon rôle de maître de cérémonie. Non, t'es bon, comme ça. OK. Et donc, nous, on fait ça depuis le 26 mars. On se retrouve à tous les samedis à 14h. Regarde-nous quand tu parles au lieu de regarder le bout de tes pieds. Ah ouais, je suis timide. C'est bon, c'est bon. Les gars, je suis bien gêné, fait que c'est pour ça que je fais ça. Puis... Ouais, OK. Donc, comme d'habitude, on se rencontre et on exprime notre opinion sur ceux qui nous gouvernent dans le but de destituer Jean Charest et dans le but qu'il démissionne au plus vite. Donc, Charest dehors. Charest dehors. Charest dehors. Charest dehors. Le jour dehors. C'est-à-dire qu'ici, on se réunit pour exprimer la politique qu'on veut et qu'on ne veut pas. Et puis, donc, la façon que ça fonctionne, au début, il y a les textes, les discours, et puis ensuite, c'est la parole libre. Donc, place... Ah oui, puis je voulais dire aussi qu'il reste 10 vigiles avant que ça fasse un an. Ah. Donc, il en reste pas beaucoup. Il en reste vraiment pas beaucoup. Réal n'est pas trop certain, parce que ça se peut que ce soit avant ça. Ça dépasse, je serai dehors. Donc, c'est ça. Place au discours et aux lectures de texte. Ben là, lecture de texte en premier ou non? Fais tes annonces, oui, mais fais tes annonces. Ah, mais c'est les annonces, ouais, non, c'est sûr, les annonces. C'est une nouvelle RDI. C'est la semaine passée, Réal Mathieu, la semaine passée, j'ai eu une information par un ex-député qui avait déjà eu un attaché politique dont la femme était en vacances en Floride. Et elle a reçu un coup de téléphone. Cette femme-là, elle travaille pour le directeur général des élections du Québec dans un certain comté. Et le directeur général des élections du Québec a pris la peine de l'appeler en Floride. Sûr, c'est sûr. Pour lui dire, En mars. ne prends rien, ne prends aucun engagement à partir de la mi-mars parce que tout est possible. Alors, ça, c'était la première information que j'ai eue. Évidemment, on parle d'élections provinciales. Puis, c'était confirmé par une autre source. À moins comment on dit ça? Le contraire d'une embellie dans les sondages. À moins que les sondages soient extrêmement catastrophiques, Charest devrait déclencher des élections le 11 mars. Parce qu'on me dit oui. Ça vient de sortir dans les médias tout à l'heure. T'es pas sérieux? Ouais, il y a peut-être 2-3 heures de ça. Ils ont dit quoi? Ben là, Ouais. Élection mi-mars. Ouais. ils ont dit ça. Les élections. Ouais, les élections. La primeur tient de la Et tête. je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, Charest a juré qu'il n'y aurait pas d'élection au printemps. Là, c'est menteur! Il est menteur. Bon, on le connaît tellement qu'on avait pris ça pour une autre source d'information comme quoi ça s'en venait. Ben, bon. OK, l'autre affaire dont je vais vous parler, c'est que hier soir et puis ce matin, j'ai été observer, non pas les oiseaux, mais le Conseil national du Parti québécois qui se déroule à la place Bonaventure, à l'hôtel Bonaventure en haut. Et puis, j'ai vu des choses extrêmement intéressantes. Ce matin, ils ont fait une démonstration d'un système informatique dont j'avais déjà entendu parler parce que, bon, on pourrait dire que c'est une espèce de Facebook indépendantiste qui va apparaître. Okay? Vous voyez l'idée? J'avais entendu parler de ce système-là la première fois quand on a commencé à travailler pour monter le site web de Cap sur l'indépendance. Moi, je faisais partie de Synapse Technologies. Et puis, le projet, bon, il y avait un site web. Et puis là-dedans, il était question qu'on monte un genre de Facebook indépendantiste. Ça se serait peut-être appelé Face Livre ou je sais pas quoi. Face de book. Face de book. C'est juste déjà, il y a le book magazine. Mais le site web, on l'a créé. Le site web de Cap sur l'indépendance, on l'a créé. Puis il y avait 2 personnages à l'origine du site web de Cap sur l'indépendance. C'était Michel Dionne et
un dénommé Sylvain, dont j'ai oublié le nom de famille. Il nous avait remis un document qui décrivait un système informatique, qu'on qualifiait de Facebook indépendantiste, mais le système n'a pas été réalisé et implanté dans la CAP sur l'indépendance, apparemment, parce qu'il y a eu, ça va pas surprendre personne, il y aurait eu des chicanes entre 2, 3 gros égaux dans la CAP sur l'indépendance. Alors, il y a M. Michel Dionne se serait retiré avec son projet. C'est pas arrivé. Mais l'autre personne, Sylvain, je sais pas quoi, je sais pas qui, aurait continué le projet et ce matin, la présentation a été faite. Ça s'appelle l'atelier. L'atelier, au lieu de s'appeler Facebook. Et puis, bon, on fait une démo. On va pouvoir s'inscrire là-dedans. Si on a une page web, on l'inscrit. Si on a une page Facebook, une chaîne sur YouTube, bon, on met nos informations. On dit qu'est-ce qui peut être public, qu'est-ce qui n'est pas public. Puis là, on peut lancer des événements. Et alors, mettons qu'il y a un événement qui est lancé. On nous a donné l'exemple. Une maire ou un mouvement quelconque lance l'idée de faire une manifestation pour avoir plus de garderies, plus de CPE. Donc, on crée un événement, une manifestation des maires avec poussette, et puis on annonce ça, puis là, on invite les gens à se joindre, et non pas juste se joindre, mais à s'engager à y aller. Donc là, on voit à mesure les gens s'additionnent, les mamans qui veulent une garderie, mettons à Longueuil ou à Châteauguay. Et puis là, après ça, il y a des défis qui sont lancés. Alors, par exemple, une personne s'inscrit et leur reçoit un défi d'inviter 3 autres mamans avec un bébé. Et là, c'est facile parce que c'est enceinte. Elle va à des cours prénataux, tu peux en amener 3 avec elle. Là, comme ça, OK, ça peut faire une grosse manifestation. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que là, dans ce qu'on nous a présenté, le Parti québécois veut faire descendre les Québécois dans la rue. J'ai jamais entendu ça depuis que le Parti québécois existe. Le Parti québécois veut faire descendre les Québécois dans la rue. Puis là, on nous a montré des photos. La manif pour le moratoire des gaz de schiste, Pauline Marois était là, c'est vrai. On a passé sur René Lévesque, ici pas loin. Elle était là. On a marché tout le long jusque dans l'ouest de la ville. D'autres manifestations qui ont eu lieu. Et puis là, il y avait sur les gaz de schiste, il y avait l'autre affaire, c'est l'enquête sur la corruption. La pétition de 250 000 signatures, qu'on voulait faire une manifestation, mais ça tombait pendant le Carnaval de Québec, ça n'a pas marché. Mais etc. Bon, le Parti québécois a dit, aujourd'hui, ce matin, pour la première fois de son existence, qu'il voulait faire descendre les Québécois dans la rue. Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est la transmutation des éléments. Les députés ont commencé hier. Ils ont été distribués des tracts au métro. Ils ne savaient même pas comment. Hein? Ils ne savaient même pas comment faire ça. Il y avait tous des chandails bleus. Ils ne savaient pas par quel bout tenir le papier ou dans quelle main. Tu sais. On voyait qu'il n'y avait pas d'expérience à distribuer des tracts. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Là aussi, ce nouveau mouvement-là, de descendre dans la rue et d'aller sur Facebook, je pense qu'ils sont influencés par nous. Nos idées commencent à pénétrer. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, c'est marqué, nous sommes arrivés à ce qui commence. Et là, il y a une gang de jeunes qui sont montés sur le stade et ils ont lancé des T-shirts dans l'assistance. Il y a à peu près 600 personnes là-bas. Voici le T-shirt. Ça commence à aller. C'est bon. Ils sont sous mauvaise influence. Et donc, si la nouvelle est confirmée dans les médias, c'est pour ça tout à l'heure que je riais un peu, si les élections sont annoncées le 11 mars, ça veut dire que la veille, le gouvernement est dissous. On aura gagné! On aura gagné! On aurait eu la peau Charest. Mettons. Faut bien s'imaginer ce qu'on veut. Mais le gouvernement tomberait la veille. Et il va tomber de faiblesse parce qu'il n'y aura pas de vote pour le faire tomber. Il va tomber de faiblesse. Mais bon, on verra bien. Moi, je suis pas sûr que ça va arriver. Mais là, lui, il me dit qu'il l'a entendu dans les médias. Mais moi, j'avais eu ça de 2 sources auparavant. Fait que je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Malheureusement, c'est sûr que là,
question de timing, Charest essaye de prendre tout le monde les culottes à terre. Le Parti québécois vient juste de sortir de ses crises. Mais là, ils ont recruté le gros canon, Daniel Breton. Hein. Je pense qu'ils veulent absolument éviter que Daniel Breton et l'équipe du Tonnerre qui est en train de se former avec, il y a une nouvelle candidature qui est annoncée. C'est un des dirigeants de l'Union des producteurs agricoles niveau international. Et laissez-moi vous dire que ce gars-là, il a du coffre autant que Daniel Breton. Là. Et puis la question du contrôle du territoire et la question de l'autarcie alimentaire, ça va venir à l'ordre du jour. Là. On veut être indépendant, mais... Continuer la gestion de l'offre. Oui, mais... Faire en sorte que les quotas de lait, ça reste là, puis protège les agriculteurs. Je vais vous dire aussi quelques phrases qui me sont restées dans la tête après le discours de Pauline Marois hier soir. Elle a dit, à propos du gouvernement fédéral, nous autres, c'est les familles, nous autres, c'est les escadrilles. Nous autres, c'est les aînés, les autres, c'est la royauté. L'autre truc, c'était, nous autres, c'est l'éducation, puis les autres, c'est les prisons. OK? Alors, on voit vraiment là, que le Canada et le Québec s'en vont dans des directions différentes. Là, les autres sont sortis de Kyoto, nous autres, on voudrait aller plus loin dans Kyoto. Ils sont en Afghanistan, on ne voudrait pas être en guerre avec personne. T'sais. On voit vraiment que c'est deux cultures qui s'affrontent. Et là, le phénomène de mitose, de division cellulaire s'accentue rapidement. Okay? À Ottawa, ils n'ont plus besoin du Québec. Ils n'ont plus besoin de nous faire des courbettes. Okay? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils commencent à se dessiner un pays à leur image, comme nous, on veut se dessiner un pays à notre image. Bon, à part de ça, il a été question de... Ils vont discuter aujourd'hui en atelier là, de toutes sortes de réformes démocratiques. Et puis, je ne sais pas ce qui va sortir de là, mais il y a un spécialiste qui a fait une espèce de présentation qui expliquait, par exemple, les trucs, les référendums d'initiative populaire, l'élection d'un président de la République, le pouvoir de destituer un député, l'interdiction d'un député de changer de parti. Alors, tout ça va être examiné et ils vont regarder qu'est-ce qui est vraiment possible de faire à court, moyen terme, parce que c'est sûr que dans un pays, dans un Québec qui serait indépendant, pourrait décider tout. Tout cela pourrait le décider. Mais le titre nous a donné juste un exemple. On ne pourrait même pas décider que le premier ministre du Québec est élu au suffrage universel. Parce que la loi constitutionnelle du Canada, auquel les gens se soumettent, elle dit que c'est le lieutenant-gouverneur qui désigne le chef du Parlement, le chef de l'Assemblée nationale. OK? Et sur papier, le lieutenant-gouverneur n'est même pas obligé de désigner le chef du parti qui a le plus de députés. Le lieutenant-gouverneur, sur papier, pourrait décider de nommer une autre personne que le chef du parti qui a le plus grand nombre de députés. Il n'est même pas obligé de prendre quelqu'un comme premier ministre qui fait partie du parti qui a le plus grand nombre de députés. Donc, si on adoptait une réforme qui dirait que les Québécois élisent le premier ministre du Québec au suffrage universel, ça entrerait en conflit avec la Constitution du Canada, puis même ça, ça passerait pas. Alors, toutes les personnes qui grouillent, qui grenouillent à propos du parti des 100 partis, les réformes démocratiques, ils sont dans l'illusion totale. Il n'y a absolument rien qui peut être réformé dans le système actuel. Il faut sortir du Canada au plus simple. Alors, c'était les nouvelles du jour. Ouais, c'est juste pour continuer dans le sens de Réal, c'est d'ajouter que ça, c'est une ligne de pensée de certains ténors là, qui disent que le cadre canadien nous empêche de faire toutes sortes de choses. Et puis, c'est ça, lui, c'est un avocat, puis lui, ce qu'il exprime, c'est que juste le fait que le lendemain de la nuit des longs couteaux, on ait mis en branle des lois, puis on a fonctionné selon la légitimité du gouvernement canadien de la Charte des droits, ça fait en sorte qu'on légitimise le cadre canadien. Et puis, il y a une autre école de pensée, puis moi, je suis plus de cette école-là qui adhère au fait que ça fait 30 ans
que cette façon de fonctionner-là est illégitime, tout simplement, et que le cadre canadien ne nous l'empêche pas de le faire. On peut le faire demain matin si on veut, c'est juste qu'on ne le fait pas parce qu'on tient le cadre canadien pour quelque chose de légitime. Donc, c'est juste pour opposer là, deux écoles de pensée, toutes ces choses-là, parce que moi, je suis plus du bord de dire, toutes ces lois-là sont illégitimes depuis 30 ans. C'est qui l'avocat dont tu parles? André Binet. Ah oui, M. Binet. C'est lui qui explique ça, que le cadre canadien nous empêche. Puis, il y a d'autres mondes comme Jean-Luc Deveau, puis Luc Archambault, puis des gens comme ça. Puis ici, on en a parlé avec Sébastien Ricard, que finalement, que ce cadre canadien-là ne nous pénalise pas. On pourrait créer demain matin une constitution, on pourrait partir de zéro. Tant qu'on déclare ce cadre-là illégitime. Donc, à partir de là, c'est deux écoles là, qui s'affrontent, mais les deux, dans le fond, sont pour l'indépendance. Fait que, ils vont ça. Thierry Vincent, je vais mettre mon grain de sel, mais aussi ajouter une troisième voie ou une troisième chose. L'impression que j'ai depuis que je participe à l'exercice de la vigile, c'est que le problème, c'est la population en général. C'est-à-dire que, oui, on est dans un cadre légitime, où oui, on pourrait changer les choses si tout le monde y allait, mais il faut que tout le monde y aille. S'il n'y a pas moyen de faire bouger la population, ça commence par des petites choses, puis on pousse sur la roche pour qu'elle déboule de la porte. Mais il faut commencer par, moi j'ai l'impression qu'avant d'affronter les adversaires, les ennemis, il faut prendre le contrôle, être en contact, je ne sais pas comment dire, se connecter, c'est ça l'expression, sur la population, et puis réussir à trouver les moyens de la faire bouger ou de la réveiller sur ces questions-là. En fait, c'est juste le petit point que je voulais ajouter. Et toutes les questions d'illégitimité de tout ce qu'on veut, tant qu'au niveau international, au niveau des lois, des choses comme ça, le Canada va dire « Oh, une insurrection, j'ai le droit de rentrer avec l'armée », il faut qu'on ait du répondant, où je rentre juste la police. Juste la police du Québec, je peux la manipuler comme je veux, puis elle va arrêter les quelques manifestations. Bien répondu. De l'autre côté, il y a la Déclaration universelle du droit des peuples à s'émanciper, qui est reconnue internationalement, et à partir de là, le peuple québécois est un peuple reconnu, donc il a le droit de s'émanciper, et à partir de là, c'est défini comme illégitime, puisqu'il n'a pas adhéré à signer l'acte du Canada de 1980. Il faut qu'il y ait une action globale. Il faut qu'il y ait une action pour rejoindre les gens. C'est juste une question d'éduquer le peuple à cette réalité-là. On ne peut pas se fier sur les médias, on ne peut pas se fier sur... je crois que même que les parlementaires, ils touchent avec des gants blancs, puis oui, ils veulent pas y toucher, ou peut-être que, je sais pas, Jean-Martin Hossan, il en parle un peu, je sais pas, là. Mais... pour rejoindre les gens, c'est des petits mouvements comme ici, puis c'est bon comme il parle des forums puis des affaires comme ça, puis de continuer à en parler de cette idée-là, puis de discuter de cette question de base-là qui est la reconnaissance de la légitimité de ces documents-là, et de la légitimité du gouvernement et de ceux qui nous gouvernent. Je voudrais rajouter quelque chose à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure. Au Conseil national du Parti québécois, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ça comme observateur. Il y a 125 comtés de représentés. Okay? Donc, il y a 125 longues tables avec 4, 5 personnes là, qui sont des délégués. C'est pas comme, mettons, si la CAQ faisait un congrès, ben, les 5 membres dans un comté viendraient. Ce ne seraient pas des délégués, tu sais. Il y aurait 5 membres. Mais le Parti québécois, c'est des délégués. Donc, il y a eu des élections dans les associations de comté qui ont élu un exécutif et des délégués au Conseil national. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça. Puis là, c'est regroupé par région. Donc, il y a à peu près 600 personnes extrêmement disciplinées, qui sont là très sérieusement, qui étudient les documents, qui prennent des votes très démocratiques. Puis, ce matin, il y avait une partie du Conseil national qui était à huis clos. Sauf qu'ils n'ont sorti personne. J'étais là. Ils n'ont pas sorti, c'était un observateur.
Alors, j'ai assisté, puis là, il était question de gros argent. Tu sais, quand on parle d'un parti politique qui veut faire des élections, là, il parlait de la levée de fonds, la campagne de financement qu'ils ont faite, etc. Bon, ils ont ramassé 500 000, ils vont en faire un autre, ils vont ramasser un autre 500 000. Puis là, ils discutaient de comment ils vont distribuer ça. Les comtés qui sont orphelins, qui n'ont pas de députés, vont recevoir de l'argent, même le Parti québécois de Westmount, ça existe, croyez-le ou non. Okay? Ben, c'est sûr qu'eux autres font une campagne de financement, ils ne ramassent pas grand-chose. Donc, même les comtés orphelins ou les comtés qui sont en zone occupée, on pourrait dire, qui n'ont pas d'argent, ben, le parti leur donne de l'argent, voyez-vous. Et donc, on voit ces gens-là, c'est une grosse machine, okay, que quand ça se met à rentrer en élection, okay, c'est des gens d'expérience, puis ils ont du personnel, ils ont du monde expérimenté. Je pensais à M. Hossan, là. Je dis, si les élections ont lieu le 11 mars, là, je dis, franchement, la première chose qu'il a à faire, c'est de retourner au Parti québécois. Sans ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va se présenter. Là, il y a deux choses là. Nous, il se présente ou il se présente pas. S'il se présente, il va quand même avoir un adversaire du Parti québécois devant lui, à moins que le Parti québécois lui fasse l'immense faveur de ne pas présenter de candidat contre lui. Mais en l'absence d'un pacte électoral, il va avoir un adversaire devant lui. Et là, encore une fois, de deux choses l'une. Ou le vote est divisé, puis c'est un libéral qui passe, ou c'est le Parti québécois qui passe, ou c'est la CAQ qui passe. Alors, on a deux chances sur trois d'être perdant si M. Hossan est candidat. C'est des choses comme ça auxquelles il faut réfléchir maintenant. Et il est absolument illusoire de penser qu'ici, au Québec, cette année, il va se passer la même chose que le 2 mai dernier au niveau fédéral. C'est pas vrai que le parti de Martin Hossan, avec, disons, théoriquement 125 poteaux, va prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Ça n'arrivera pas. Là, les Québécois, ils savent que là, c'est les intérêts fondamentaux qui sont en jeu dans une élection provinciale. Tandis qu'au fédéral, on est rendu tellement... C'est rendu tellement loin de nous, là, le fédéral, le gouvernement du Canada, que les gens ont envoyé une délégation de cône orange. C'est un vote absolument insignifiant qui a eu lieu le 2 mai. Ça ne se reproduira pas une deuxième fois. Okay? Alors là, la campagne électorale, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il va vraiment y avoir 3 grands partis en jeu. Et on a une chance, c'est que le vote fédéraliste se divise entre le PLQ et la CAQ. Si le vote fédéraliste se divise entre les deux, il y a une chance que le Parti québécois passe. Je ne sais pas, advienne que pour. Pablo. Bonjour, Pablo. Alors, selon Real, je suis un poteau parce que je serai candidat pour... Elle savait, c'est pour ça que tu prends des photos. Non, c'est correct. Je prends des photos pour encourager les gens à être solidaires avec la minorité. Il va diviser le vote. C'est correct, je suis habitué aux préjugés. Mais j'ai été arrêté par la police hier, par profilage racial, mais c'est correct. Je suis une personne queer. Hier, tu as vécu quelque chose Ah oui, c'était un policier qui a fait profilage racial sur moi, mais c'est correct. C'est pour ça que je suis habitué aux préjugés. Je prends des photos pour ma candidature, ok. Est-ce que tu es président de ton parti? Écoute, Réal, moi, je suis à l'Option nationale. Quel comté? Joliette. Moi, je suis toujours candidat indépendantiste. Avant, j'étais péquiste, jusqu'à que Bernard Landry a démissionné. C'est l'erreur qui a commencé avec toutes les conséquences qu'on a. Alors, c'est ça, moi, je ne crois pas en la politique. La meilleure façon, c'est faire moi-même la politique comme candidat. Jamais je vais travailler pour une entreprise, une multinationale comme l'a fait les Québécois, les plus traîtres de tous les Québécois, même Pierre-Éliott Trudeau, Lucien Bouchard. C'est un salopard. Voilà. C'est un premier ministre. Hein? C'est un ex-premier ministre qui a travaillé pour les multinationales. C'est juste pour revenir à la question d'avoir un pays. On ne peut pas avoir un pays en votant pour un parti. Moi, je ne crois pas à l'indépendance. Moi, je travaille toujours pour l'indépendance, mais je crois que les jours où il y aura une crise et qui affecte le peuple québécois, qu'on arrête d'avoir un travail, entre guillemets, parce que je me qu'on n'a pas de travail ici.
Puis on commence à souffrir du faim, à avoir de la difficulté pour aller à l'école. On commence à se réveiller, voilà. On commence à dire, oui, il faut encourager les gens qui se sont battus depuis 1837, parce qu'il ne faut pas oublier les patriotes, ok? Ils ont donné la vie pour avoir le Québec qu'on a aujourd'hui. Alors je ne suis pas avec Option Nationale, les gens qui sont avec Option Nationale ne sont pas des gens qui cherchent le pouvoir, ce sont des gens qui cherchent quelque chose de nouveau. Puis le seul parti que moi je suis dit, on est chanceux d'avoir Québec solidaire, puis Option Nationale. Puis moi je vais faire un pari, je ne sais pas qui va le faire avec moi. Le parti québécois va disparaître, mais jamais, pour le moment, Québec solidaire et Option Nationale. À quelle date le Parti québécois va La disparaître? prochaine élection, puis on va faire un pari ensemble. Mais Option Nationale va avoir plus de chances que le Parti québécois, même si on arrive 4e, 5e, c'est pas comme ça, c'est pas la politique qu'on fait la politique autrement, ok? On commence à dire, les gens, il y a une autre façon d'arriver à l'indépendance, puis moi je suis content avec les lits, les lois, les impôts et les traités, mais voilà, alors je suis un poteau. C'est pas une guerre, non? Sur la disparition du Parti québécois. Il y a un précédent historique, il doit en avoir plusieurs, mais en tout cas, celui que je connais le mieux, c'est l'Union nationale. OK, c'était le parti de Maurice Duplessis, il était au pouvoir pendant 20 ans au moins, sans discontinuer, Maurice Duplessis. Maurice Duplessis est mort en 1959, et les journalistes ont écrit quoi? Pablo, ils ont écrit que l'Union nationale va disparaître à la prochaine élection. Ils ont écrit ça. Alors, il y a eu une élection en 1960. C'est le Parti libéral qui a pris le pouvoir, mais l'Union nationale n'a pas disparu. En 1962, il y a eu une autre élection. Le Parti libéral a renforcé son nombre de députés. Là. Mais en 1966, l'Union nationale, qui était disparue, a repris le pouvoir. Okay. Et il y a eu un premier ministre, Daniel Johnson, qui est mort en exercice, qui était remplacé par Jean-Jacques Bertrand. Et bon, finalement, on est arrivé, là c'était 66 à 70. 70, le Parti québécois s'est présenté aux élections. Et l'Union nationale était toujours là, mais c'est les libéraux qui ont pris le pouvoir. Puis en 76, l'Union nationale était toujours là. Ils ont eu 18 députés élus, OK, avec Rodrigue Biron comme chef. En 76. Okay? Et donc, Duplessis est mort en 59. En 76, il y avait encore 18 députés de l'Union nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un parti là, qui a des cadres, puis des militants, puis des fonds, ça disparaît pas. C'est de la pensée magique que tu exprimes là. Tu souhaites que le Parti québécois disparaisse? Ben, ça n'arrivera pas. Je ne vais pas gager avec toi, je vais te mettre dans la rue. Mais real, on vit dans une autre génération. Okay? Demande à un jeune de 15 ans, le même garçon, puis demande le même garçon de 15 ans en 1990, okay? Sont des gens qui connaissaient la politique, mais pas aujourd'hui. Real, aujourd'hui il y a l'internet. Okay? Avant c'était la télé, puis les gens aujourd'hui les gens perdent pas le temps dans la télé, les perdent avec Facebook et internet. Ça veut dire que les gens aujourd'hui s'en foutent de ça. L'indépendance, oui, elle existe encore, mais on n'est pas les mêmes gens de 1990, de 1960, 80, je ne sais pas quoi. Puis le Parti québécois, même René Lévesque l'a dit, c'était un parti d'une génération. Okay? Une génération, pas deux, trois. Le Bloc québécois aussi, on va créer un parti québécois, un Bloc québécois jusqu'à un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est les gens qui ont dit ok, dehors parce que vous ne savez pas, prenez la parole. Merci. Un parti, ce n'est pas l'aile parlementaire. Okay? Actuellement, la CAQ, les caquistes, leur chef, il n'est pas à l'Assemblée nationale, puis ils ont 9 députés. Okay? Alors, on voit que on a aussi l'exemple de René Lévesque. Quand le Parti québécois avait 8 ou 9 députés, René Lévesque qui travaillait au Journal de Montréal comme chroniqueur. Okay? Alors, un parti, il y a l'organisation du parti et l'aile parlementaire.
j'ai expliqué ça dans un autre vigile, que ce qui peut arriver quasiment de pire à une association de comté, c'est de se ramasser avec un député élu. Parce que tant que tu n'as pas de député élu dans le comté, ils appellent ça un comté orphelin, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, tu as une liberté de mouvement, de décision. Mais là, quand tu as un député qui est élu, là, lui arrive, il vient intervenir dans tes réunions de conseil d'administration, puis il veut influencer des votes, puis il veut faire placer les gens qu'il veut dans le conseil d'administration de l'association de comté, puis il veut faire tasser les purs et durs, puis bon. J'ai tout vu ça, tout vécu ça dans le comté d'Annecy, dans le comté de Crémazie, dans Villot, dans le temps que j'habitais dans le nord de la ville de Montréal. Alors, même si l'aile parlementaire disparaît, le parti ne disparaît pas. En 70, le Parti québécois, je pense qu'ils ont eu... 7 députés. Oui, 7 députés, mais quel pourcentage? 24 24 du vote, 7 députés. L'élection suivante, 33% du vote. ils ont eu plus de votes, puis ils ont perdu un député. Oui, OK? 6 députés. 33. Et Pierre-Éliott Trudeau, il a fait une déclaration similaire à la tienne quelques mois avant l'élection de 1976. Il a dit « Le Parti québécois va disparaître, c'est un particule. » Et quelques mois plus tard, le Parti québécois est au pouvoir. Parce que il n'y a pas de relation entre avoir une aile parlementaire et avoir un parti. Le Bloc québécois n'est pas disparu. Le Bloc québécois a été battu à l'élection, mais le parti continue d'exister. Qu'est-ce qui peut abolir un parti? C'est pas parce que tu as perdu une élection que ton parti disparaît, que tes membres s'évaporent. C'est pas les extraterrestres qui viennent de zapper. Un parti qui n'a pas de député. Ça existe un parti qui n'a pas de député. Regarde, M. Hossan, lui il est député, mais n'importe qui peut fonder un parti qui n'a pas de député. À un moment donné, tu as des députés. Mais même si tu perds des députés, le parti existe. Et c'est pas... Il n'y a rien qui peut faire disparaître un parti, sinon que la volonté des membres eux-mêmes qui prennent un vote et qui disent « on ferme les livres ». C'est comme ça que ça marche. Bon, Thierry Vincent qui va rajouter encore son 27. Moi, pour élever le débat un tout petit peu et pour qu'on finisse ça dans la joie, un petit peu, j'aimerais faire une espèce de rétrospective de ce qu'on a comme parti en ce moment au Québec. Il y a un petit parti conservateur qui tente de se former, à qui je souhaite pas très longue vie. Vous me direz si j'en oublie. Hein? Le quoi? Un parti qui s'appelle le Parti conservateur. Oui, oui, au Québec, oui, oui. Avec Luc Harvey Il comme existe depuis 2-3 ans, mais c'est Luc Harvey qui vient d'être nommé nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Donc, il va ancien avoir député l'appui conservateur de Louis Hébert, je pense. Oui, il a déjà été député au fédéral. Puis il est lié au milieu religieux protestant d'extrême droite, paraît-il. Ça va bien avec Harper. Est-ce que l'ADQ est encore existant? Est-ce qu'il y a des gens qui est complètement... Non, mort? non, 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 Il y a non. personne qui L'ADQ existe existe encore. Les députés à l'Assemblée nationale sont des députés de l'ADQ. Oui. Non, mais est-ce que... Pablo vient encore de se tromper. Non. Ce sont des députés de l'ADQ. Quand ils se lèvent à l'Assemblée nationale, il s'est marqué. Ben, on va le savoir le 14 février, on ne sait pas encore. Ce que vous parlez, là, ce dont vous parlez, c'est la reconnaissance du parti. Je vais faire un vote de Jeff. Ce dont vous parlez, c'est la reconnaissance d'un parti pour avoir des fonds de recherche. Ça, c'est une chose. Mais même s'ils étaient reconnus comme un parti, ils ont été élus comme députés de l'ADQ et sur leur carton, c'est écrit encore marqué ADQ. ADQ. Ça va rester comme ça jusqu'à Jusqu'à la la prochaine prochaine élection. élection. Bon. Là, ici, il y a Et le peut-être parti une n'est pas dissous non plus. signification, c'est qu'à Il y a une aile l'intérieur qui veut de l'ADQ, continuer. une faction de droite Sous un autre veut nom. maintenir C'est ça. l'ADQ. Ça se nomme l'équipe CPQ, autonomie. Jusqu'à la prochaine élection. Oui, monsieur. Donc, c'est ça. Je pense qu'il est plutôt il y a un indépendant. petit parti C'est conservateur. encore un député Il y a péquiste. peut-être une forme d'ADQ qui va survivre à la fusion avec la CAQ, qui eux, je pense, sont autonomistes ou en tout cas de droite. Je ne sais pas c'est quoi leur allégeance par rapport à l'indépendance, mais ils sont tout petits. On a le Parti libéral, on a la coalition, fondée par un ex-indépendantiste, on a Québec solidaire, qui s'est déclaré indépendantiste, même si ça a été après des réflexions et tout. On a le PQ, qui annonce la gouvernance souverainiste, et on a l'option nationale qui, là, va ramener l'indépendance. Mais si on regarde le spectre,
Les indépendantistes, on est quand même beaucoup plus présents et on occupe une espèce de terrain beaucoup plus vaste qu'avant. En tout cas, il me semble. La question maintenant, c'est est-ce que l'idéal politique va survivre à la politique et est-ce que les gens vont, justement, est-ce que le PQ va se dire ce serait important que Jean-Martin Vincent ait un siège à l'Assemblée nationale puis il va lui laisser le terrain dans son comté ou bien le PQ va faire de la politique. C'est la question, est-ce que les indépendantistes vont réussir à s'élever au-dessus des espèces de comment je pourrais dire, de tribalisme, on va dire, entre nos différentes affiliations, pour dire on a un objectif plus large qui est l'indépendance. Et je pense que déjà le fait que dans l'espèce de palette qu'on a de partis possibles, il y en a énormément qui se disent, et de plus en plus qui se disent indépendantistes. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et il faut dire, ces gens-là, on a tous un objectif commun. T'as oublié le pays, le Parti indépendantiste, tu l'as pas nommé? Ah, bon, j'en avais oublié, je savais. Donc, le Parti indépendantiste, Le Parti communiste du Québec, il est indépendantiste aussi. OK. Bon, Mais il voilà. était au sein de Québec C'est le solidaire. candidat indépendant. Alors, il y a Oui, combien mais il de existe partis la- fédéralistes oui, au oui, Québec? Fédéraliste. CAQ. Il y a, hein? Ben, la CAQ, oui, mais avec... Faudrait dire que la CAQ qui serait- raisin parce que tu as des indépendantistes plus ou moins sur la glace qui sont dedans. En tout cas, c'est Il faudrait mais dire vraiment- que la CAQ est demi-fédéraliste. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas C'est ça. pleinement Ben, fédéralistes, c'est ça. ils sont Mais, plutôt ben, ils demi-fédéralistes. sont... Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'est plus représentatif. Ouais, c'est Mais ça. les vrais fédéralistes agressifs, là, qu'est-ce qui reste? La CAQ. Le Parti Ils sont libéral. agressifs, ils sont pas censés en parler. Parti conservateur, Parti libéral. Parti conservateur, Parti libéral. La Donc, DQ. 4, 5, 6 DQ. partis. La DQ, oui. Ouais. Donc, Ceux qui Parti restent de la conservateur, DQ, la DQ, La CACADQ. ben, c'est ça. Donc, en tout cas, j'essayais de vous remonter le moral. Il y avait quand même, bon, la palette quand même indépendantiste commence à s'élargir puis être de plus en plus. Et au niveau de la représentation, il y a de plus en plus de couleurs indépendantistes. Puis bon, la question c'est juste, est-ce qu'on va réussir à s'associer? C'est ça la question. C'est ça la question qu'on peut lancer. Et à Réal, tendance PQ, et à Pablo, tendance ON. Là. Est-ce qu'il va y avoir des alliances ou comment je peux dire, la réalisation qu'on a un objectif commun qui transcende tout ça, fondamentalement. Comme la démocratie est censée tous nous transcender. On est tous censés être des démocrates au départ et être pour la démocratie. Ben, c'est ça. Bon, on en avait parlé il y a quelques semaines de ça, d'une alliance et d'un pacte et tout ça. On en jase depuis un mois et demi à peu près, là, sinon plus. Et bien là, les nouvelles, ce qui a été lancé, ça a été un peu enterré par les histoires de Duceppe et tout ça, mais bon, il y a quelques semaines, c'était des discussions d'alliance et tout ça. À ce que je sache, c'est vraiment du côté de Québec solidaire qui en tout cas, leur déclaration sur leur site, c'est vraiment non, on voit pas de possibilité d'alliance, des choses comme ça. Fait que je sais pas si quelqu'un en sait plus que moi là-dessus, là, mais est-ce que, tu sais, je veux dire, bon, le Parti québécois, puis tout ça, puis Mme Marois, quand il se faisait interviewer là-dessus, il disait, ben on regarde, on discute, ben il y avait Pierre Curzi, indépendant, qui discutait de ça. Mais mais ça a l'air que du côté de Québec solidaire, eux, non, ils veulent avoir un représentant de Québec solidaire dans chaque comté. Ils veulent, par peur de perdre le peu qu'ils ont là, présentement. C'est pas un nom catégorique. Françoise David a dit on va Ouais. passer par nos membres pour savoir si on va se Ok. fusionner Ouais, ou pas. c'est- Sauf qu'elle avait gardé son comté contre Nicolas Gérard, par exemple, c'est pour être sûr de rentrer. Mais pour les autres, elle va demander aux membres. Et ce serait une option comme tant d'autres. Ok, moi je croyais qu'elle était fermée. Là. Bon, ben, tant mieux. Personalmente, yo no creo que eso se certain qu'il va y avoir una coalición entre el Partido Québécois y Québec solidaire. J'ai envoyé une lettre à Amir Kadir en disant quand même il a ma confiance. J'ai dit Amir, j'ai commis un erreur le 2 mai en apoyant le NPD, parce que quand même sont des fédéralistes. Mais si tu fais une alliance avec le Partido Québécois, tu vas commettre un erreur plus grave. Okay? Parce que tu as plus de chances de survivre à la politique que le Parti québécois. Québec solidaire ne peut pas. Écoute, Québec solidaire, c'est l'espoir de beaucoup de Québécois comme moi. Sont las 8 choses que
se me dirán si que puedo independentista, c'est pour ça que je suis Option Nationale. Mais c'est ça que j'ai vu un parti qui défend la classe moyenne, okay, la classe pauvre aussi, qui attaque la classe financière, et là où je aussi. Et je m'excuse, le Parti québécois ne le fait pas. Au contraire, le Parti québécois c'est la même chose que le Parti libéral. On l'a vu à Québec, lors de la question d'amphithéâtre. C'est là qu'a commencé la crise du Parti québécois. Alors je crois pas qu'il va y avoir une coalition. Avec Option Nationale, moi je ne le crois non plus parce qu'avec nous, c'est l'indépendant d'abord. Je veux une réplique. Je vais prendre, mon nom c'est Denis Radeau. Je vais prendre la parole un petit peu. Je trouve que ça illustre bien la vigile d'aujourd'hui, les problèmes qu'on a entre indépendantisme et souverainisme. Ouais. Nous autres, en tout cas, mon expérience, quand je me suis rendu dans Bonaventure, on a eu une députée, une candidate de Québec solidaire qui était directement attachée politique du NPD et qui avait demandé un congé sans solde pour se présenter à Québec solidaire. Naturellement, si elle aurait été élue, elle aurait probablement démissionné, sauf que, question de formalité, juste pour dire, quand Québec solidaire appuie le NPD, appuie un parti fédéraliste, centralisateur, pire que Harper quasiment, tant qu'à moi, et comment que ce même parti-là, dont les candidats se servent de la machine NPD, peuvent se dire indépendantistes. Pour moi, ça reste à prouver. Ah, si nos membres nous le demandent, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec l'idée d'indépendance. Pour moi, rien de plus vague, il n'y a rien de moins sûr que Amir Kadir veut faire un pays. Je ne suis pas sûr, à moins qu'il y ait toute la population en arrière de lui qui y mette le 12 d'un rein pour lui dire on veut un pays. Là, on verra, là, on va faire des consultations et c'est une autre histoire qui va prendre beaucoup de temps. De toute façon, les options, moi, le discours qui m'a le plus inspiré dans tout ce que j'ai entendu dernièrement, c'est sûr que le discours de Jean-Martin Hossan, on ne peut pas être insensible à ça dans le temps qu'on veut faire un pays, sauf que c'est sûr que ça divise le vote indépendantiste. Et le discours qui m'a le plus inspiré, c'est le discours de Gilles Réaume à Saint-Ours. Celui qui était présent après la fête des Patriotes, tout ça, il y a eu un discours sur l'unité. Et où ce qu'il disait que notre pire ennemi est en face, mais l'importance de tout ajuster le tir dans la même direction. Et ça, là, si on est tous là en train de tirer sur la même cible, puis que de temps en temps, on prend un petit break, puis on tire une coupe de balles dans les jambes de nos chums, je suis pas sûr que ça fasse la job au niveau des élections provinciales. Moi, là, c'est ça qui me déplore le plus, c'est que on a de la misère tout le monde tire la couverture, chacun sur leur bord, puis il n'y a pas vraiment d'unité dans les forces indépendantistes. Et je pense que ça, il faudrait réfléchir à ça, parce qu'aux prochaines élections, c'est déterminant pour l'avenir du Québec. Je pense pas qu'on ait encore 25 ans à pouvoir réfléchir, faire des consultations populaires, quand ils nous parachutent 55 000 immigrants par année, dont la moitié vont adopter l'anglais comme langue de travail, pour fonctionner. On est en train de se faire assimiler. Juste à Montréal, on est sous la barre du 50% de francophones depuis 2006. Puis au niveau du Québec, on est parti de 83% de francophones, on est en bas de 78 là, présentement. On va-tu attendre encore un autre batch, un autre 10 ans, c'est 1 demi-million d'immigrants qui vont adopter n'importe quelle langue, sauf le français. C'est très, très, très difficile d'avoir une perception optimiste de l'avenir à long terme pour le Québec si on ne prend pas action immédiatement. Et devant l'urgence d'agir, on se devrait de faire l'unité. Ça devrait être une priorité de s'asseoir tout à la table puis de dire « Hey, on sort du site,
tous ceux-là qui ont le goût de se battre pour le Québec, faut que ça tire dans la même direction et faut arrêter de se tirer dans les jambes un de l'autre. À cette heure, on va faire une petite parenthèse là-dessus, sur la situation de l'unité, pour vous déclarer que je suis officiellement un terroriste. En tout cas, j'ai été très, très, très surpris j'ai été mis en accusation parce que j'ai fait un graffiti sur le mur de la maison Radio-Canada. J'ai fait un graffiti du Patriote. Et ça, c'est un acte terroriste. C'est comme dire que tu es au Québec puis tu veux vivre toute ta vie en français puis tu souhaites que tes enfants parlent français. Tu es un extrémiste, tu es un radical. C'est sûr, tu es classé comme tel. Et qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est j'ai été impressionné par le dossier que la police avait sur mon compte. Moi qui est un nouveau militant. Je suis un nouveau militant actif, OK? Ça fait pas longtemps, moi, là que je suis sorti des boîtes, des boules à mythes, parce que j'en pouvais plus, puis je me disais, si je veux être capable de me regarder dans le miroir, encore, d'être fier de moi, je suis dans l'obligation face à moi-même, pas par rapport à mon pays, puis parce que je veux être reconnu, je veux avoir mon nom marqué dans le bas d'une petite statuette de patriote, c'est pas ça. Juste pour être capable de me regarder dans le miroir puis rester fier de moi, un peu de dignité, pour conserver ça, je me devais de faire de quoi devant le marasme que vit le Québec là, présentement, c'est épouvantable. Les richesses naturelles, on est dépossédés, on se fait voler avec une cagoule sur la tête, on n'a pas de droit à l'information en plus, ils nous volent en nous cachant l'information, ils nous anglicisent à tour de bras et on peut pas rien faire devant toute la grosse machine médiatique qui est contrôlée par 2 personnes au Québec, c'est épouvantable. Puis là, parce que tu vas faire un patriote sur la boîte de Radio-Canada, parce que moi, ça m'a révolté de savoir qu'il y avait une entente secrète qui avait été prise avec la presse. Et ça fait longtemps, depuis 2000, tout le monde s'en doutait, mais ça l'a pris 3 ans et ça l'a coûté très cher juste pour avoir l'information, pour faire sortir l'information. Alors, notre droit, on vit en démocratie, notre droit à l'information, il est nié. Là, j'écoute des vieux reportages de Saint-Cyr. J'écoute des vieilles affaires. Moi, je suis friand d'histoire un peu. Puis j'ai écouté un exposé de Pierre-Luc Bégin sur les orangistes. Et les orangistes, je pense que ça datait déjà de 2008. Et comment ils ont pris le contrôle et comment que la guerre contre tout ce qui est francophone au Canada et particulièrement au Québec, la guerre n'a jamais arrêté, a toujours continué et eux autres, les fusils sont enlignés toutes dans notre direction. Et ceux-là qui ont encore un drapeau du Québec puis un drapeau du Canada dans les mains, il y en a, j'en connais qui m'ont dit ça. Il y en a qui ont un drapeau du Québec puis un drapeau du Canada puis ils trouvent que tout va bien. C'est comme avoir un drapeau de la Palestine et d'Israël. C'est pas possible d'avoir la tête dans le sable à ce moment-là. Je pense que moi, là, je ferai un gros plan sur ton... je ferai un gros plan là-dessus parce que ça reflète beaucoup la pensée du Québécois moderne. Hein? Viens me montrer ta petite affaire. Ça là, c'est extraordinaire. Ça là, hein? Le Québécois, c'est là qu'il est rendu. Hein? Quand il y a un drapeau du Canada dans les mains et une effigie du Parti libéral sur le chest, puis qui pense que le Québec peut survivre à l'intérieur du Canada, c'est une illusion. C'est une illusion. Puis c'est dur de se rentrer ça dans la tête quand on est contrôlé, quand toute notre information est contrôlée. On n'a aucun média sur notre bord. J'espère qu'un petit site Facebook va pouvoir faire la différence dans l'avenir, mais je trouve ça déplorable. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton dossier? Qu'est-ce qu'il y avait dans mon dossier? Il y avait... il y en avait 2 pages. Il y en avait 2 pages, donc toutes les fois que j'ai participé... T'as dit ça d'épais? Oui, dans mon dossier personnel, oui. Mais juste sur les activités récentes, parce que eux autres ils ont dû calculer, mais je pense qu'il y a une escouade qui s'occupe juste de la politique au Québec, SPVM. Puis j'étais surpris que ça se passe au coin de Guy puis René Lévesque. Mais il y avait toutes des photos. J'avais été pris sur vidéo
il y avait des renseignements sur la campagne d'affichage de Bonaventure, où ce que j'avais été identifié, où ce que mon véhicule a été identifié. Et même, j'ai vu à travers, parce que je leur ai demandé, je peux-tu consulter vos notes? Ce qu'ils m'ont refusé, naturellement. J'ai été surpris. Les noms des informateurs étaient surpris de ça. Et c'est ça, c'est surprenant comme toutes les actions politiques sont réprimées. Tout ce qui est pro-français, ils m'ont dit, ils m'ont dit, vous devez être membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je suis sûr qu'ils le savaient déjà, mais c'est bien pour dire que on est extrêmement contrôlé. Et même qu'est-ce qui se passe ici, il y avait des photos de moi récentes là, que je sais pas où c'est qu'ils ont pris, mais m'a dire une affaire, c'est une affaire du début du printemps, où ce que la manifestation probablement de Jean Charest ou Cap sur l'indépendance, où ils ont pris des photos, ils prennent des photos. Et quand on a été filmé par l'escouade Gamma à Québec, ça a été épouvantable. Au Congrès libéral, ils étaient sur les dents, pareil comme s'ils s'attendaient à une émeute. Puis là, moi, je passais à côté de la police, puis je leur disais, vous rendez-vous compte que c'est la mafia que vous protégez? Et là, ils voulaient me battre. Ben oui, parce que t'as pas le droit de dire ça! Que la police protège la mafia, ça se fait pas! Voyons donc! Et pourtant, c'est ce qu'on vit ici au Québec. La dépossession, notre anglicisation. Et si on n'a pas le courage de se tenir debout, puis de s'unir, mettre les égos de côté un petit peu pour la cause qui nous tient à cœur, je pense qu'on va passer un mauvais quart d'heure, parce que les peuples qui meurent, ça souffre, puis ça meurt longtemps. Les peuples qui sont assimilés, ça crève longtemps. Puis Falardeau, qu'est-ce qu'il disait? Bonne chance. Bonne chance. Moi, là, à la couleur de mes cheveux, je serais peut-être pas là pour tout voir ça. Mais si on s'écrase, puis on s'aplatit à terre, puis on continue à écouter Pénétration double et les reprises de Symphorien, au lieu de se lever de bout, on va payer le prix, puis le prix est très cher à payer. C'est très cher. Les peuples qui meurent, ça crève, puis ça souffle longtemps. Puis eux autres, là, ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. Ça fait que je pense que c'est un devoir qu'on a, juste comme être humain, de se sentir digne, de se lever debout, puis de faire face à la musique, puis de dire que c'est assez de se laisser piler sa tête. Ça me fait rien d'avoir une amende là, pour avoir fait un graffiti. Ça me fait rien. Ça me dérange un peu, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est comme, aussitôt que tu fais juste affirmer que tu veux vivre en français, puis tu souhaites que tes enfants parlent français, Chris, t'es un terroriste, t'es un radical. Puis je trouve ça de valeur, parce que tout le monde a René Lévesque en adoration. René Lévesque, oubliez pas que le beau risque, c'est lui qui nous l'a crissé dans la gorge. Quand c'était le temps de se tenir debout, il s'est écrapouti. Et c'est plate, hein, mais c'est plate. Les personnes qui avaient tassé, qui étaient Pierre Bourgault, les Pierre Falardeau, c'est eux autres qui auraient dû avoir proche de lui comme conseiller, au lieu d'un Claude Morin qui fumait la pipe et qui faisait son rapport à la GRC. Moi, c'est ça que je pense. Fait qu'au lieu de tasser les radicaux, c'est ceux-là qu'il faut mettre en avant parce que c'est eux autres qui ont raison. Ceux-là qui disaient que le Québec va disparaître, ceux-là qui nous annonçaient ça, il y a 50 ans, quand il parlait du génocide des francophones au Canada, quand que Pierre Bourgault parlait de ça en 1960, c'est lui qui avait raison. Et ça serait le fun qu'on apprenne de nos erreurs puis qu'on se dise, bon ben là, on va-tu agir différemment? Les extrémistes, là, écoutons-les parce qu'on va peut-être avoir la vie sauve grâce à eux autres. Merci. Bravo! On va être pour tout. Mais tu dis que faut s'unir et faire tomber sur ce gros égo. Devant la caméra. Et puis identifier les gros égos. Parce que nous autres, on veut bien s'unir. C'est les égos qu'il faut qu'on... Oui, c'est les égos. Dans le sens de ce que Thierry Vincent, dans le sens de ce que vient de dire Denis Raté, la question et le problème, et bon, je vais revenir sur la question de René Lévesque et de Lucien Bouchard en 95. Pourquoi les gens étaient en admiration devant Lucien Bouchard et n'étaient pas en admiration devant Parizeau? Pourquoi les gens étaient en admiration devant Lévesque et pas en admiration devant Bourgault? C'est parce qu'ils s'identifiaient à Lévesque, ils s'identifiaient à Bouchard, parce qu'ils étaient ambivalents.
parce qu'il y avait un petit côté mou et les gens de la population québécoise en général se reconnaissaient là-dedans et ils disaient « Ah, ben je m'identifie à ça ». Et c'est ça le problème. Comment, Denis Raté, faire en sorte que l'ensemble de la population québécoise soit conscient de ce dont tu es conscient? Comment faire en sorte que l'ensemble des gens chez eux puissent l'exprimer exactement ce que tu viens de dire, puis puissent le ressentir? C'est ça le défi, c'est de leur transmettre cette espèce de prise de conscience-là, d'acuité-là, de dire oui, on est tous observés. Oui, tout le monde qui est filmé ici, c'est sûr que le SCRS puis le SPVM, tout ce que vous voulez, ils ont tout ça dans leur dossier, évidemment. On leur rend ça facile. Ben oui, on leur prémâche le travail. Ben non, c'est ça. C'est déjà fait. C'est ça, clic, c'est fini. C'est sûr qu'on est tous observés, là. Ben oui, c'est sûr qu'on est visible. C'est sûr qu'on est là. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que... Et la même chose, moi, je suis indépendantiste parce que je considère que l'indépendance, ça va être du trouble. La liberté, ça va être tough, ça va être dur, mais l'éventualité est pire encore. Si on n'est pas libre, si on ne devient pas indépendant, ça va être encore pire. Ça va être effectivement ce que Falardeau disait, ce que Denis Raté a répété. Ça va être épouvantable, l'espèce de lent génocide, d'ethnocide qu'on va vivre, et on va s'éteindre à petit feu, et on va se faire de plus en plus piétiner. Mais soyez conscients, sortir de la cage, on ne sera pas confortable là, dehors. Là. Il y a du travail à faire. Là. Une fois que l'indépendance est commencée, là, on va savoir c'est quoi travailler, puis c'est quoi se battre pour la liberté, puis c'est quoi être toujours sur la brèche. En ce moment, on est confortable sur nos divans, dans nos fauteuils, ça va bien. Mais ce travail-là, cette affaire-là, c'est ça. Être libre, c'est ça, travailler, c'est ça, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut atteindre pour justement continuer à exister. Parce que sinon, effectivement, il n'y a personne qui va nous protéger à notre place. Personne ne peut faire ça. C'est ça. Bravo. Oui, Moi, je ne crois pas qu'on est divisé. c'est bien. Regarde Vigile. Il y a des péquistes, il y a des Options nationales, il y a des caquistes. Sans parti. Sans parti, excusez-moi. C'est ça, on n'est pas divisé. Okay? Parce que la division indépendantiste n'existe pas. Option nationale, c'est les votes indépendantistes. Les parlementaires. Hein? Les parlementaires. C'est les politiques. Non, je parle de nous. Nous, on n'est pas... Les militants... On est divisés à l'heure de voter. Okay? Mais lorsqu'on fait la lutte pour défendre notre langue, notre culture, on est tous ensemble. Je m'excuse, je ne peux pas devenir membre du Parti québécois lorsqu'il met la souveraineté au dernier rang. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites que le Parti québécois c'est le parti souverainiste. Hein? Je pense que la cause est plus importante que Pauline Marois, mais le Parti québécois. Ça veut dire, ok, si on prend le pouvoir, on verra. Non, il faut que je use un pays tout de suite. Ok, malheureusement, on n'est pas en Amérique latine, on prend les armes et on décide. C'est comme ça, il faut que je respecte la culture québécoise. Alors, je reviens. Oui, il faut réfréner, c'est-à-dire qu'on est dans un pays plus fret, donc ça va plus lentement. Et c'est ça le problème, c'est que encore une fois, c'est la population. On est pris avec la population. On peut pas, les militants, dire OK, on part, on crée l'indépendance tout seul, et puis les gens ne nous suivront pas. Il faut s'arranger pour que les gens soient avec nous et qu'on ait l'ensemble de la population avec nous. Si on n'est pas soutenu par la population québécoise au complet, et si on ne réussit pas effectivement à transmettre les impressions qu'on a en tant que militant et à rendre tout le monde, ou une grande majorité de la population militante, on bougera pas, et on a beau être dans un truc où on n'a pas signé la Constitution, ça va être business as usual, puis les choses vont continuer à rouler parce que personne va trouver ça anormal. Mais quand 70-75% de la population va trouver ça complètement anormal, ils vont lâcher là-dessus. On va pouvoir faire bouger les choses. Mais tant que les militants, les indépendantistes, d'abord les militants, ensuite les indépendantistes, parce qu'il y a beaucoup d'indépendantistes qui ne sont pas militants aussi. Il faudrait commencer à ce que les militants rejoignent tous ceux qui se disent indépendantistes. Bon, t'es indépendantiste, fais quelque chose, faisons quelque chose, viens nous voir, viens à la vigile, viens dans d'autres activités, faisons des marches, faisons n'importe quoi, faisons des assemblées de cuisine, n'importe quoi, mais bougeons. Dès que tu dis indépendantiste, viens parler de politique, un peu.
Ensuite, quand tous les indépendantistes, le 40% vont être impliqués, vont faire des choses, ben là, on bougera, puis on fera bouger un autre 40% ou un autre 20%, mais il faut que quelqu'un qui se dise indépendantiste, qui se dise québécois, qui se dise francophone, ait une espèce de devoir citoyen qui va avec ça. Sinon, il faut dire en pleine face aux gens, et c'est comme le fait d'aller voter. On est dans une démocratie, la base, c'est d'aller voter. Ça, je le répéterai jamais assez. On n'a pas le luxe de commencer à se dire, bon, moi, ça me tente pas d'aller voter. On n'a pas le luxe de dire, bon, je suis un citoyen, mais dans mon salon. On n'a pas ce luxe-là et on va l'avoir de moins en moins. Et on parle de Charest, mais il y a Harper aussi, là, par derrière. Et Harper ne laissera pas danser longtemps, faire tout ce qu'on veut. En tout cas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à dire sur cette question-là qui a été amenée par Réal? Parce que j'ai ma petite lecture obligatoire à faire. Oui, c'est ta faute. Est-ce qu'il y a d'autres lectures? D'autres choses? Bon, ben alors, c'est le moment de la pause et des discussions extérieures parce que c'est mon feuilleton hebdomadaire pour l'avant-dernière semaine. Il en reste 2. Il reste aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est terminé. Donc, toute personne qui a envie de discuter peut aller discuter à droite, à gauche, car je lis L'art de la guerre de Sun Tzu, article par article. Alors, L'art de la guerre, tel que traduit par le père Amiot en 1772. Je vais faire le résumé de l'article précédent, mais avant, de petites excuses, parce que la semaine dernière, et bon, les semaines précédentes aussi, j'ai utilisé beaucoup de termes chinois, mais en les prononçant absolument de manière absolument tordue et en les prononçant mal. Et bon, c'est pas une question d'irrespect, c'est une question de paresse de ma part qui n'a pas fait assez de recherche pour savoir comment ces termes-là se prononçaient exactement. Donc, résumé de l'article précédent, Sun Tzu disait qu'il existe 9 sortes de lieux qui doivent être considérés par le général en fonction de leur effet sur ses troupes ou sur celles de l'ennemi. Par exemple, il indiquait qu'il y a les lieux de division, de dispersion. Ça, c'est un endroit qui est près des frontières et où les soldats se trouvent très près de chez eux, tellement près qu'ils sont plus tentés de rentrer chez eux plutôt que d'aller se battre chez l'ennemi. Aussi, Sun Tzu disait, les anciens hommes de guerre savaient toujours s'adapter au terrain. De même, ils connaissaient assez les gens, les hommes, pour comprendre certains principes de base. Par exemple, que des troupes unies pouvaient très facilement se diviser, mais qu'une fois divisées, elles étaient très difficiles à réunir à nouveau. Aussi, les circonstances de la guerre changent en fonction du fait qu'elle se déroule chez soi ou chez l'ennemi. Et on est toujours plus fort de moitié lorsqu'on se bat chez soi. Mais chez l'ennemi, il ne faut jamais se diviser. Et toujours chercher à préserver les terres qu'on traverse et les gens qui vivent sur ces terres. Il faut les traiter mieux que de leur traiter leur propre gouvernement pour se les attacher. Un bon général opère surtout dans le plus grand secret. Ça veut dire que ces hommes eux-mêmes ne connaissent pas ses desseins. Confiants, ils le suivent aveuglément, habitués qu'ils sont à ne savoir qu'au tout dernier instant ce que ce général attend d'eux. Un général doit méditer sérieusement sur le fait suivant. Si ses troupes endurent les fatigues, la faim, la mort, les privations, c'est pas parce qu'elles y trouvent du plaisir. Ça, c'est un sujet de méditation très important pour un bon général. Enfin, avant d'entrer en guerre, un général doit être comme, pour une vision traditionnelle, une jeune femme tenant maison, discret, effacé, mais voyant à tout, étant au courant de tout. Lorsque ce général est en guerre, il doit être comme le lièvre qui est pourchassé par des chasseurs. Toujours aux aguets, toujours en mouvement, rapide, jamais là où on l'attend. Donc, article 12. De l'art d'attaquer par le feu. Sun Tzu dit: les différentes manières de combattre par le feu se réduisent à 5. La première consiste à brûler les hommes. La deuxième, à brûler les provisions. La troisième, à brûler les bagages. La quatrième, à brûler les arsenaux et les magasins. Et la cinquième, à utiliser des projectiles incendiaires. Avant que d'entreprendre ce genre de combat, il faut avoir tout prévu. Il faut avoir reconnu la position des ennemis. Il faut s'être mis au fait de tous les chemins par où ils pourraient s'échapper ou recevoir du secours. Il faut s'être muni des choses nécessaires pour l'exécution du projet. Il faut que le temps et les circonstances soient favorables.
Préparez d'abord toutes les matières combustibles dont vous voulez faire usage. Dès que vous aurez mis le feu, faites attention à la fumée. Il y a le temps de mettre le feu, il y a le jour de le faire éclater. N'allez pas confondre ces deux choses. Le temps de mettre le feu est celui où tout est tranquille sous le ciel, où la sérénité paraît devoir être de durée. Le jour de le faire éclater est celui où la lune se trouve sous une des 4 constellations Ki, Pi, I, Chen. Il est rare que le vent ne souffle point alors, et il arrive très souvent qu'il souffle avec force. Les 5 manières de combattre par le feu demandent de votre part une conduite qui varie suivant les circonstances. Ces variations se réduisent à 5. Je vais les indiquer afin que vous puissiez les employer dans les occasions. Premièrement, dès que vous aurez mis le feu, si après quelque temps, il n'y a aucune rumeur dans le camp des ennemis, si tout est tranquille chez eux, restez vous-même tranquille. N'entreprenez rien. Attaquer imprudemment, c'est chercher à se faire battre. Vous savez que le feu a pris. Cela doit vous suffire. En attendant, vous devez supposer qu'il agit sourdement. Ses effets n'en seront que plus funestes. Il est au-dedans. Attendez qu'il éclate et que vous envoyez des étincelles au dehors. Vous pourrez aller recevoir ceux qui ne chercheront qu'à se sauver. Deuxièmement, si peu de temps après avoir mis le feu, vous voyez qu'il s'élève par tourbillon, ne donnez pas aux ennemis le temps de l'éteindre. Envoyez des gens pour l'attiser. Disposez promptement toutes choses et courez au combat. Troisièmement, si malgré toutes vos mesures et tous les artifices que vous avez pu employer, il n'a pas été possible à vos gens de pénétrer dans l'intérieur, et si vous êtes forcés à ne pouvoir mettre le feu que par dehors, observez de quel côté vient le vent. C'est de ce côté que doit commencer l'incendie. C'est par le même côté que vous devez attaquer. Dans ces sortes d'occasions, qu'il ne vous arrive jamais de combattre sous le vent. Quatrièmement, si pendant le jour le vent a soufflé sans discontinuer, regardez comme une chose sûre que pendant la nuit, il y aura un temps où il cessera. Prenez là-dessus vos précautions et vos arrangements. Cinquièmement, un général qui, pour combattre ses ennemis, sait employer le feu toujours à propos, est un homme véritablement éclairé. Un général qui sait se servir de l'eau et de l'inondation pour la même fin est un excellent homme. Cependant, il ne faut employer l'eau qu'avec discrétion. Servez-vous-en à la bonne heure, mais que ce ne soit que pour gâter les chemins par où les ennemis pourraient s'échapper ou recevoir du secours. Les différentes manières de combattre par le feu, telles que je viens de les indiquer, sont ordinairement suivies d'une pleine victoire, dont il faut que vous sachiez recueillir les fruits. Le plus considérable de tous est celui sans lequel vous auriez perdu vos soins et vos peines, et de connaître le mérite de tous ceux qui se seront distingués. C'est de les récompenser en proportion de ce qu'ils auront fait pour la réussite de l'entreprise. Les hommes se conduisent ordinairement par l'intérêt. Si vos troupes ne trouvent dans le service que des peines et des travaux, vous ne les emploierez pas 2 fois avec avantage. La nécessité seule doit faire entreprendre la guerre. Les combats, de quelque nature qu'ils soient, ont toujours quelque chose de funeste pour les vainqueurs eux-mêmes. Il ne faut les livrer que lorsque l'on ne saurait faire la guerre autrement. Lorsqu'un souverain est animé par la colère ou par la vengeance, qu'il ne lui arrive jamais de lever des troupes. Lorsqu'un général trouve qu'il a dans le cœur les mêmes sentiments, qu'il ne livre jamais de combat. Pour l'un et pour l'autre, ce sont des temps nébuleux, qu'ils attendent des jours de sérénité pour se déterminer et pour entreprendre. S'il y a quelque profit à espérer en vous mettant en mouvement, faites marcher votre armée. Si vous ne prévoyez aucun avantage, tenez-vous en repos. Eussiez-vous les sujets les plus légitimes d'être irrités, vous eût-on provoqué, insulté même, attendez, pour prendre votre parti, que le feu de la colère se soit dissipé et que les sentiments pacifiques s'élèvent en foule dans votre cœur. N'oubliez jamais que votre dessein en faisant la guerre doit être de procurer à l'État la gloire, la splendeur et la paix, et non pas d'y mettre le trouble, la désolation et la confusion. Ce sont les intérêts du pays, et non pas vos intérêts personnels que vous défendez. Vos vertus et vos vices, vos belles qualités et vos défauts rejaillissent également sur ceux que vous représentez. Vos moindres fautes sont toujours de conséquence. Les grandes sont souvent irréparables et toujours très funestes. Il est difficile de soutenir un royaume que vous aurez mis sur le penchant de sa ruine. Il est impossible de le relever s'il est une fois détruit. On ne ressuscite pas un mort.
De même qu'un prince sage et éclairé met tous ses soins à bien gouverner, ainsi un général habile n'oublie rien pour former de bonnes troupes et pour les employer à sauvegarder l'État et à préserver l'armée. Merci. Alors, c'est place à la parole libre, donc si quelqu'un veut venir s'exprimer sur un sujet ou un autre, vous êtes les bienvenus. Bon, je m'exprime. Bon, ben, Thierry Vincent qui reprend la parole, le crachoir. Juste pour redire quelques principes que j'ai dit souvent ici. Je pense que, et que j'ai dit tout à l'heure, et je vais réinsister là-dessus, je pense qu'il est important d'aller voter. Je pense que tout le monde au Québec, il faut dire à tout le monde, il faut faire presque un crime du fait de ne pas aller voter et considérer presque avec mépris les gens qui disent non, moi je suis au-dessus de ça, je suis au-dessus de la politique, je ne vais pas voter. De même, je pense qu'il y a des barrières qu'on se met dans nos têtes, dans nos cœurs. Et par exemple, la question de la limite des partis. René Lévesque a dit le Parti québécois est le parti d'une génération. Sans doute que, de la même manière que ceux qui ont fondé le Bloc ont dit ça ne durera pas longtemps, c'est parce qu'ils avaient l'espoir que les choses se régleraient très vite. Les choses ne se sont pas réglées très vite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer les partis? La question, c'est qu'il y a un travail à faire, il y a un mur, on fonce dans le mur jusqu'à ce que le mur tombe. Si ça prend 18 référendums pour faire tomber le mur, on fait 18 référendums. On ne se dit pas, au bout de 3 référendums, il y a une loi divine qui dit on n'a plus le droit d'en faire, c'est fini, la partie est finie. Le baseball. Hein? C'est le baseball, mais bon, oui, le baseball. Bon, c'est un exemple, le baseball. La question, c'est que, mais effectivement, dans l'esprit de la population en général, il y a cette espèce de question, on n'a pas le droit à plus de 3 vœux, on n'a pas le droit à plus de 3 référendums, ensuite c'est fini. Non. Non, on veut des choses et on les fait. Et Gilles Duceppe l'avait dit il y a quelques années, si les gens, une fois que le Québec est indépendant, veulent faire un référendum pour tourner au Canada, ils ont le droit. Tout le monde a le droit. Et de toute façon, un référendum, c'est quoi? C'est prendre le pouls de la population. C'est juste demander à la population qu'est-ce que vous aimeriez. Et le gouvernement agit en conséquence. C'est tout. C'est un sondage plus effectif où les gens se déplacent pour aller mettre une petite croix pour indiquer leur opinion. Je pense qu'il y a des limites. Oui, j'abonde dans le sens de ce que Denis Raté disait tout à l'heure. Oui, nous sommes contrôlés. Oui, la démocratie est pas si, elle est pas si facile que ça. Et on est plus encadré qu'on veut bien se l'imaginer. Mais en même temps, il y a énormément de limites qu'on se met dans nos têtes avant même d'affronter les limites extérieures. Et ça, c'est la victoire de l'ennemi. Si l'ennemi réussit à nous bloquer, et faire en sorte qu'on s'auto-censure et qu'on soit nos pires adversaires, bien, il a gagné, il n'y a pas besoin de forcer. Mais les premières limites sont ici, là. Les premières limites à débloquer sont là. Une fois que ces limites-là vont être débloquées, là, ça va être beaucoup plus facile. Et affronter la police, l'armée, les lois, la répression sous quelque forme que ce soit, va être beaucoup plus facile qu'on se l'imagine. Mais le fait de ne pas vouloir même affronter l'idée que peut-être un jour on pourrait affronter la police et on pourrait être en prise avec une force répressive, c'est déjà ne pas vouloir observer le problème. Et quand on regarde pas un problème, on ne peut pas le contourner, on peut pas voir les chemins qui font qu'on va l'abattre, cet obstacle-là. Merci. C'était un peu improvisé, je suis désolé, mais merci. Oui, je suis d'accord avec Thierry, il faut aller voter, mais il faut s'informer aussi. Il faut faire pour confiance aux médias traditionnels, mais il faut plutôt lire les programmes de chaque parti. Ne votez pas pour les partis, ne votez pas pour les candidats, votez pour les programmes et la meilleure chose pour la société, pour l'ensemble de la société. Il faut parler d'option nationale. Moi, je vais ajouter que l'argument numéro 1 des gens qui vont pas voter, c'est qu'ils ne croient plus en cette démocratie-là. Ils la considèrent comme une non-démocratie, c'est-à-dire qu'on choisit entre 2 ou 3 chefs qui se disent experts et qui vont prendre des décisions à notre place, qui se détachent de plus en plus de ce que le peuple veut et de ce que les citoyens veulent. Donc à partir de là, la logique chez les gens qui vont pas voter, c'est de dire
vous voulez continuer à jouer à ce jeu-là avec nous qui sommes sérieux et qui souffrons, nous ne jouerons pas à ce jeu-là. Nous ne jouerons pas à la fausse démocratie. Et le fait de ne pas se déplacer, de ne pas voter, c'est d'indiquer qu'on ne croit plus à ce système-là et en tout cas, moi, ce que je réalise qui est le problème dans ça, que ces gens-là réalisent pas, c'est que qu'il y ait 3% de la population qui va aller voter, la personne qui va se faire élire va aller devant les médias traditionnels, va aller devant l'Assemblée nationale en chambre et il va dire « Je parle au nom du peuple, je suis un représentant élu du peuple » et il y aurait, je sais pas moi, 3% de la population, il aurait voté pour cette personne-là. Donc, ce que ces gens-là comprennent pas, c'est que moins ils vont voter, plus ils ont quelqu'un qui sont là, qui représentent pas le peuple du tout et qui imposent leur façon de fonctionner. Ça s'appelle la dictature et Thierry l'a déjà indiqué. Lorsque tu vas pas voter, dans le fond, ce que tu dis, c'est faites ce que vous voulez avec moi. Il y a même Gilles Duceppe à un moment donné qui a dit, puis je pense que ça a été dit par plein d'autres gens, là, mais lui il avait sorti ça à un moment donné en campagne, il avait dit si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Donc, c'est un système qui est pas parfait, c'est un système qui est à refaire, qui est à redéfinir, et moi je suis moi je suis pour le tirage au sort, plein d'autres façons de fonctionner, là, puis un nouveau système, puis une nouvelle démocratie, puis de rentrer de la démocratie directe là-dedans, puis de la participative, puis tu sais que le citoyen s'occupe de cette démocratie-là. Mais lorsque vient le temps d'une élection, il arrive ce qui est arrivé avec Jean Charest à la dernière élection. Ce qui est arrivé, c'est que 22% de la population a voté pour Jean Charest. Les autres ont voté pour le Parti québécois, le DQ, le Québec solidaire. Mais Jean Charest, qui est élu avec 23%, 22%, donc ça c'est quoi? C'est 77-78% de la population québécoise qui n'a pas voté pour lui. Lui s'en va devant la population complète et il dit « La majorité a voté pour moi ». Et ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est comme Harper. Tu sais, Harper a été élu, je connais pas les pourcentages, là, mais il représente pas la majorité des Canadiens. Mais quand il parle et quand il prend des décisions et quand il impose ses lois, c'est au nom. Il dit « je représente le peuple ». Donc, les gens qui vont pas voter, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils fassent un geste symbolique de ne pas aller voter n'a aucun effet sur les lois qui sont imposées puis sur la législation qui arrive par après, ça n'a pas d'effet. Le 0%, je sais pas moi, mettons, il y aurait 3% de gens qui iraient voter, ben tu aurais 97% des gens qui ne seraient pas représentés et ça ferait en sorte que la loi des 3% qui auraient voté serait imposée sur les 97%. Donc, je comprends la symbolique de ne pas aller voter et de dire non, ça vaut pas la peine, mais le système, la façon qu'il fonctionne, il est fait, t'as pas le choix de te mêler de ça. Tu te pinces le nez, là, même si le représentant que tu vas voter pour ne fait pas ton affaire du tout, dépasse un peu tes convictions. Toi, tu as tes valeurs, ton système de valeurs, tes convictions, puis tout ça, puis tu rêves d'une certaine façon que le système devrait fonctionner. Même si tous les candidats ne représentent pas ça, ne te rejoignent pas, il faut une décision quand même parce que ça va avoir un effet sur la population. Donc, les gens qui pensent en n'allant pas voter que ça va avoir un effet, ça n'a pas d'effet. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent quand ils vont pas voter. Quand tu t'en occupes pas, ben ça veut pas dire que ça existe plus. Non, c'est quand tu t'en occupes pas, ça continue à exister. C'est juste que tu t'en es pas mêlé. Bonjour mes amis, Jean-Claude Sylvain Guay. La question de la démocratie est une question fondamentale dans notre société. Le fait qu'on en parle, c'est une bonne chose. Le fait qu'on la critique, c'est aussi une très bonne chose. La démocratie, ce n'est pas un acquis. C'est toujours à reconquérir. C'est un travail, c'est une œuvre inachevée. On pourrait rêver d'un système parfait, mais ce système ne serait jamais aussi parfait que nous pourrions le penser. Et notre système, c'est le moins pire des systèmes.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est de repenser dans le cadre actuel, en étant stratégique, en étant pragmatique. C'est beau de rêver à des lendemains qui chantent et à la paix, l'égalité entre tous les hommes de la Terre, mais nous sommes dans le monde réel. Dans le monde réel, ben, il y a une représentation, la représentativité, on va dire, dans la démocratie, notre système démocratique de représentants. Pourquoi c'est installé? C'est simplement installé parce qu'on délègue. On délègue dans notre société des pouvoirs à des personnes en qui nous donnons notre confiance. Le problème de notre système aujourd'hui, c'est que notre confiance a été trahie trop souvent par des gens qui ont pensé principalement à leur intérêt plutôt qu'aux intérêts de la collectivité, du national et de tous, du peuple en général. Ils ont pensé à des intérêts particuliers, financiers, à l'avantage de certains, d'une minorité au lieu d'une majorité, qui profite à tous. C'est là la trahison que nous subissons encore aujourd'hui, de ces représentants qui sont indignes de notre vote. Et le fait que si vous participez aux élections, vous avez le droit de chialer, vous avez le droit de vous indigner. Mais si vous ne participez pas aux élections, si vous restez là, assis, dans votre salon, à rien faire, et à chialer, à critiquer, à dire « Ah, c'est tout de la... je vous laisse la suite. » Et que ça donne rien. C'est tous des pourris. Ben, c'est certain que le système dans lequel vous vivez, vous allez toujours le subir et rien ne va changer. C'est en mettant les mains à la pâte, les pieds dans la... et je vous laisse la suite. Hein? Pour vraiment comprendre la réalité des choses, comprendre le défi qu'il vous reste à faire. La démocratie est un défi, jour après jour, dans le monde. Les gens meurent au nom de la démocratie, au nom de leurs idées, au nom de la justice. Ces gens-là meurent. Ces gens-là sont martyrisés, mutilés. Ils sont emprisonnés. C'est là le drame. C'est là les faits. Nous ne connaissons pas ces choses-là. Nous sommes dans une société où l'abondance, où nous pouvons manger, aller à l'épicerie, critiquer dans la rue. Il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas arrêtés. Vous ne serez pas emprisonnés pour vos idées. Pas encore, peut-être. Ça dépend. Si on ne s'occupe pas de la démocratie, si on ne s'occupe pas de changer les choses à l'intérieur du système et de changer les choses pour le mieux, on peut changer les choses pour le pire aussi. Ben, les choses vont changer contre nous, au détriment de nous. C'est pour ça que notre travail doit être vraiment sérieux. On prend les choses au sérieux. C'est pas une blague. Notre système est en train de s'effondrer. C'est des valeurs occidentales que sont la démocratie, la justice, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est là qu'il s'est attaqué. On ne doit pas lâcher, mes amis. C'est un combat perpétuel. Si vous ne participez pas aux élections, ben vous laissez les autres agir à votre place. Comme disait Maurice Séguin, l'agir par soi est essentiel à un individu autant qu'à une collectivité. Et lorsque vous laissez les autres agir à votre place, vous vous opprimez vous-même, vous vous aliénez, vous vous empêchez d'agir sur le présent et un jour de façonner votre avenir. Merci. Ce que Jean-Claude Sylvain-Guy, ce que Jean-Claude Sylvain-Guy vient de dire, bon, le fait qu'on vit dans une abondance quand même relative, dans un espace de liberté aussi relatif, mais quand même, effectivement, la police n'est pas là en train de nous empêcher de nous exprimer. On peut s'exprimer sans problème. Tout ça, qu'est-ce qu'on demande aux gens en échange?
quand il y a des élections, déplacez-vous, allez mettre une croix sur un petit bulletin de vote. Ça, c'est la base. C'est le minimum. Le degré 1 de la démocratie, déplacez-vous, allez mettre un X n'importe où sur un bulletin de vote. C'est pas la mer à boire là, à faire comme effort. Degré 2, commencez à vous poser des questions. Oh, dans quel cercle je vais mettre mon petit X? Qui se rapproche le plus de moi? Lequel est le moins pire? Degré 3, hop, ce parti-là, oui, c'est le moins pire à mes yeux, mais il n'est pas tout à fait à mon goût. Vous vous impliquez dans le parti puis vous travaillez à l'interne. Le degré 4, le système politique n'est pas tout à fait au point de philosophie, écrivez, publiez, faites des affaires, faites des réformes et changez le système politique. Le degré 5, vous voulez être en dehors de tout le système, vous êtes il y a 97% de la population qui ne veut pas voter, que le 97% de la population se crée un système. Mais si elle ne se crée pas de système et si elle laisse juste le système démocratique qu'elle n'aime pas agir, elle a minimalement le pouvoir, c'est du travail, c'est tout. C'est le seul principe. Si vous voulez être représenté, si vous voulez être reconnu, si vous voulez être libre, il faut faire un effort minimum. Et l'effort minimum qu'on vous demande, déplacez-vous, mettez une croix sur un bulletin, dans un rond. Je pense que, franchement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, quand on regarde, effectivement, comme Jean-Claude Sénégué l'a rappelé, les gens qui, en ce moment, luttent, travaillent, meurent, se font torturer pour avoir 1/8 de ce qu'on a, nous, on est né dans un système où tout ça est là, déjà, on n'a pas eu à travailler pour, mais on a à travailler pour l'entretenir, on a à travailler pour l'améliorer. Mais si on ne fournit même pas l'effort, si on se sent tellement dans le luxe et tellement dans le gras, qu'on n'est même pas capable de dire « Ouais, je vais sortir de chez moi, marcher, faire la file pendant 1 heure, mettre un petit croix, mettre ça dans une boîte, rentrer chez nous. » Et que ça, c'est trop épouvantable. Ben écoutez, là, on mérite les dirigeants qu'on a. Et ça, c'est un principe aussi. Les dirigeants qu'on a, on les mérite. Transformons-nous et les choses vont se transformer au niveau politique. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc, la déclaration. Je demandais à des gens qui se sont exprimés. Non. Les décors, c'est de la fille, OK. Bon, déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et les citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyens et citoyennes. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et aliénable, laquelle, inaliénable, excusez-moi, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.